ces dernières heures, on a assisté également à ces attaques iraniennes de plus en plus précises sur les cibles américaines, israéliennes également, mais aussi également américaines dans tous les pays du Golfe. Une remarque en fait, tout simplement, on a le sentiment que l'Iran frappe moins, mais l'Iran frappe mieux. Et en témoigne peut-être cette photo, vous allez voir cette image de cet avion américain. Regardez, c'est un AWACS américain complètement détruit après une frappe sur une base de l'Arabie Saoudite, une frappe iranienne en Arabie Saoudite. Je rappelle que cette frappe, elle a également fait 12 blessés, 12 soldats américains qui ont été blessés. On va prendre la direction des Émirats Arabes Unis. On retrouve justement notre envoyé spécial Marianne Kotnoff sur place, car il faut bien comprendre la portée avec cet AWACS donc, qui a été détruit par l'Iran, un AWACS américain. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, là, ce qui inquiète les pays du Golfe, c'est que les frappes iraniennes sont moins nombreuses, c'est vrai, mais beaucoup plus précises. Et en témoigne encore ce qui s'est passé tôt ce matin. Il y a eu 2 usines d'aluminium qui ont été visées, une à Bahreïn, et celle de Bahreïn, c'est l'une des plus grosses usines d'aluminium au monde, et puis une en Arabie, et puis une, dans les Émirats arabes à Abu Dhabi. Et en fait, celle de Bahreïn déjà avait coupé sa production depuis le 15 mars de 20%, et malgré ça, donc, elle a été frappée. Et c'est ce qui inquiète beaucoup ici, parce que les frappes maintenant se dirigent vers des centres stratégiques, vers des intérêts vraiment stratégiques. Notamment, il y a aussi beaucoup de menaces de la part de l'Iran sur des universités américaines dans les pays du Golfe. Il y a aussi les champs pétrolifères, les champs gaziers, et tout ça, et bien sûr, ça ne fait que renforcer cette inquiétude ici, parce que si tout ça s'arrête, eh bien, c'est tout le système économique du Golfe qui va vaciller. Et on parlait avec de la population ici, avec également des expatriés français qui nous disaient, en réalité, beaucoup d'emplois sont menacés, parce qu'ici, si vous n'avez pas de visa, si vous n'avez pas de travail, vous repartez. Les visas s'arrêtent. Et c'est ça aussi qui est dangereux pour les pays du Golfe, c'est que toute l'économie repose là-dessus, et c'est ce qui inquiète beaucoup tous les pays du Golfe, qui voient ces frappes de plus en plus précises, de plus en plus ciblées sur des intérêts stratégiques, et ça, ce serait vraiment une catastrophe pour les pays du Golfe. Merci beaucoup Marianne Kotnoff, merci également à Marine Truchot pour les images générales. François Chauvency, est-ce qu'on peut parler d'un coup d'éclat iranien lorsqu'on voit l'état de cet AWACS américain ? Oui, parce que d'abord ça montre une lacune dans la protection de la base aérienne, qui paraîtrait presque inacceptable. C'est-à-dire que d'un côté, les Saoudiens n'ont pas été capables d'arrêter l'attaque par missile, que 2, les Américains, alors je ne sais pas quelle était leur implication dans la défense de la base, n'ont pas su protéger leurs appareils, et 3, quand on sait qu'on est à portée d'une zone de conflit, on ne met pas des avions à 400 millions de dollars en possibilité d'être détruits. Donc ça fait beaucoup de petites erreurs, je dirais, militaires, qui interrogent. Maintenant, le coup d'éclat, oui, mais ils l'ont fait aussi il y a 15 jours avec un radar important en Jordanie, qui justement coordonnait l'utilisation des missiles THAAD déployés par les Américains en Israël. Ce qui expliquerait d'ailleurs, semble-t-il, pourquoi des missiles sont passés sont passés à travers le dôme de fer, pour faire simple, et frappés à proximité de la centrale, le centre de recherche nucléaire de Dimona. Donc on a quand même des coups importants qui ne sont pas d'éclat, ce sont des coups militaires forts, qui avaient de fortes implications à la fois financières et militaires et stratégiques. Et la question qu'on peut se poser, les Iraniens sont quand même bien informés, ne disposant pas beaucoup de satellites, pour savoir où il faut frapper exactement, alors qu'on voit beaucoup d'autres missiles taper un peu partout. Et là, on a des coups très précis sur des radars, sur des avions AWACS. Étonnons-nous d'où ça vient. On a un soupçon, mais... Et le soupçon, on en parlera juste après, Général. Mais Kadi Adoumdouas nous a rejoint pour détailler un petit peu la portée. Alors moi, j'emploie encore ce terme de coup d'éclat parce que on a tous été étonnés ce matin en voyant l'état de cet avion, cet AWACS américain. Parce que Kadi, vous allez nous expliquer concrètement ce qui s'est passé et justement la portée de cette frappe. Oui, c'est important. Pour bref rappel, c'est la base aérienne Prince Sultan en Arabie Saoudite qui a été touchée. Regardez, on est un petit peu plus au sud de Riyad, à une centaine de kilomètres environ de la capitale. Le bilan, une dizaine de soldats américains tués, 2 sont dans un état grave. Plusieurs appareils donc ont été endommagés. Le général Chauvency le disait, au moins un AWACS, mais aussi des ravitailleurs, les fameux KC-135 dont on a beaucoup parlé sur ce plateau. Ce sont ces fameux appareils essentiels en termes de ravitaillement en vol, qui permettent donc aux chasseurs et aux bombardiers de prolonger leur mission sur de longues distances. Alors donc, ce qui retient surtout l'attention, vous le disiez,
Ce sont ces images de cet AWACS en grande partie endommagé, voire totalement détruit sur le tarmac. Le coût unitaire d'un appareil comme celui-ci, c'est environ 500 millions de dollars. Autant dire qu'ils sont précieux. C'est un avion de commandement et de contrôle aéroporté, en fait, qui sont indispensables, puisqu'en fait, cet appareil, il détecte et il suit à la trace plusieurs centaines de cibles aériennes et terrestres sur plus de 400 km. C'est environ Paris-Strasbourg. Vous voyez, c'est quand même une distance assez importante. Il est doté d'un radar rotatif qui dirige en fait en temps réel les combats. Il permet de détecter des avions volant très bas. Il filtre aussi les échos parasites du sol. Ça, c'est très important aussi. Son autonomie, c'est plus de 8 heures sans ravitaillement. Et il faut savoir que les États-Unis n'en disposent que de 16 en service actif. Alors oui, effectivement, la perte d'un de ces modèles, que ce soit temporaire ou définitif, ça constitue une perte très importante pour Washington, une source majeure d'information évidemment et de coordination aérienne ici dans le Golfe. Merci beaucoup, Kadia Mdoss. Michel Darzansky, c'est très intéressant parce qu'au-delà du coût, 500 millions de dollars, au-delà de la portée symbolique de frapper un avion américain, c'est un coup dur militairement parlant. De ce que nous disait Kadi, c'est que cet avion, il sert quasiment quotidiennement aujourd'hui à frapper l'Iran, en tout cas à coordonner les frappes israélo-américaines. Oui, non, mais c'est ce que disait le général, c'est-à-dire que c'est aussi un signalement stratégique, c'est-à-dire qu'on a eu aussi un missile, certes certainement vide, qui a parcouru 4000 km. Pour Diego Garcia. Voilà. On a vu également que, effectivement, comme vous le signaliez, il y avait moins en moins de missiles d'envoyer, mais que de plus en plus la pertinence d'atteindre un objectif était là. Et que ce que disait tout à l'heure le général, il y a des soupçons, puisqu'on ne peut parler que de suspicions, de soupçons, de bruit de couloir, appelons ça comme on veut, qui laisserait entendre qu'il y aurait un pays tiers qui pourrait être, je dis bien qui pourrait être, je mets du conditionnel, 3 petits points. Ou les Russes, quoi. Les Russes ou les Chinois, on ne sait jamais, ou les uns et les autres, pour avoir une telle précision. Moyennant quoi, il faut quand même se rappeler des paroles d'il y a quelques semaines de Donald Trump qui disait au sein de la Maison-Blanche « Non, les Chinois et les Russes, ils rentrent pas dans la danse, laissez-les tranquilles, on a confiance ». Jusqu'où va la confiance, je ne sais pas. Et là, ça pose une question aux Américains, parce que a priori, depuis le début de cette opération, et je dis bien a priori, quand on voit les dégâts qu'ont causés les Israéliens, les Américains, normalement, les Iraniens devraient être complètement aveugles. D'accord ? C'est pas le cas. Donc, s'ils voient de la lumière, c'est que quelqu'un leur en procure. Alors justement, Srour Kasman, je vous donne juste la parole, mais avant, on va regarder juste un chiffre, parce que évidemment, quand on vous dit que l'Iran semble frapper moins mais mieux, on ne le dit pas au hasard, c'est que c'est chiffré. Et on a fait les calculs, si je puis dire. Regardez, le 1er mars, on était à 781 frappes de missiles et de drones tirés par l'Iran sur les pays du Golfe. C'était descendu entre le 21 mars et le 22 mars à une quarantaine de frappes et c'est remonté un petit peu ces derniers jours avec notamment 117 frappes le 28 mars. Srour Kasman, est-ce que vous avez également le sentiment que l'Iran frappe peut-être un peu moins, mais frappe mieux ? Oui, certainement. Enfin, ce sont des faits sur le terrain. Mais je voulais revenir sur ces soupçons au bruit de couloir qui n'en sont pas seulement des bruits de couloir, parce que l'Iran a un partenariat stratégique et militaire avec la Russie. Alors, la Russie a fait profil bas dès le début de cette guerre pour ne pas trop s'en mêler, mais de plus en plus, surtout depuis le début mars, nous commençons donc à entendre que, par exemple, Volodymyr Zelensky a rapporté qu'il y avait même des envois de drones, mais ce qui est sûr, ça depuis toujours, il y a un partenariat dans le domaine des renseignements, par exemple. Donc c'est pas si étonnant que l'Iran puisse, après tous ces dégâts, continuer à cibler avec précision. Jean-Paul Chagnolo, juste avant de vous donner la parole, parce qu'évidemment vous êtes tous du même avis, j'ai le sentiment, et cet avis il est partagé par Kaja Kallas, la chef de la diplomatie européenne, et Volodymyr Zelensky, vous l'avez dit. Écoutez les deux dirigeants ces dernières heures. Nous soulevons cette question car nous constatons que la Russie aide l'Iran en lui fournissant des renseignements pour cibler des Américains, pour tuer des Américains. Les services de renseignement de la défense ukrainiens ont fait état de la situation autour de l'Iran. Il existe de plus en plus de preuves que les Russes continuent d'apporter un soutien en matière de renseignement au régime iranien. Il s'agit manifestement d'une activité destructrice qu'il faut stopper car elle ne fait qu'aggraver la déstabilisation.
Jean-Paul Chagnolo, est-ce qu'on est vraiment surpris aujourd'hui d'apprendre que Vladimir Poutine pourrait aider un petit peu le régime des Mollahs? Pour être surpris, il faudrait vraiment ne rien comprendre aux relations internationales. Je veux dire, c'est une évidence. Moi, ce qui me surprend, par contre, c'est l'énorme sous-estimation que les Israéliens et que les Américains ont eu du potentiel iranien. Il y a eu un moment tout de même assez terrible qui était le mois de janvier. Et c'est terrible de dire ça, mais ça a été un traumatisme pour le peuple iranien, ce qui s'est passé. Et nous tous, on a été sidérés par ce qui s'est passé. Et sans doute pour des gens cyniques, c'était une fenêtre d'opportunité, parce qu'il y avait cette émotion tout à fait considérable et légitime, pour attaquer l'Iran. Parce que si vous regardez la chronologie, il y a quelque chose de cet ordre. Avec en plus ces mots d'ordre qui étaient évidemment d'un cynisme absolu, consistant à dire on va aider. Souvenez-vous, toute cette rhétorique, ça a complètement disparu. Aider et libérer. Donc du coup, ça a légitimé une agression qui est évidemment illégale sur le plan juridique, mais ça l'a quelque part légitimé en disant, voilà, ça va peut-être sauver. Bon, évidemment, ça ne tient pas une seconde. Et donc, il y a eu ça, et on a sous-estimé complètement la capacité des Iraniens. On estimait que le régime était vraiment très affaibli. Il l'est peut-être, mais en tout cas, il est en capacité de résilience et de résistance. Et je crains aussi que tout ce qui se passe, en plus, ça c'est vous qui le disiez, vous êtes mieux placé que moi pour le dire, il risque de se légitimer à son tour, c'est-à-dire de fédérer autour de lui des gens qui pourtant étaient radicalement hostiles, et légitimement hostiles à ce régime. Donc c'est ça le problème. Et on est dans cette affaire-là. Et un dernier mot encore, dans tout ce qu'on dit, on n'a pas parlé parce que c'est une évidence, mais ramenons-la au milieu de la table, c'est l'atout fort qui n'existait pas avant pour l'Iran, c'est le détroit d'Ormuz, parce qu'on n'en parlait jamais, évidemment. Là, ils ont maintenant un atout. Sun Tzu, 4 siècles avant Jésus-Christ, parlait des défilés en disant un homme peut tenir en échec 1000 hommes. Eh ben, on est là aujourd'hui avec Ormuz, et ça, c'est central, quoi. Ça, il n'y avait pas ce problème avant. Mais Charles Desanski, est-ce que Israël et les États-Unis peuvent couper, en tous les cas interférer sur ce renseignement qui serait donné de la part des Russes? Et vous avez même évoqué d'ailleurs les Chinois aussi. Je pense qu'Israël, aujourd'hui, ils ont une communauté de renseignement qui doit être en capacité d'identifier. La question aujourd'hui, c'est plutôt sur l'agenda américain. C'est-à-dire jusqu'où Donald Trump veut entendre que les Russes, aujourd'hui, font du renseignement qui le cible. Parce que quand j'entends Kaja Kallas, quand j'entends Zelensky le dire, il faudrait qu'au-delà des mots, ils apportent des preuves. Parce que comment Donald Trump aujourd'hui l'entend ? Ce qu'il voulait à un moment donné, rappelons-nous, c'était quand même trouver un deal sous une forme ou sous une autre, avec la Russie sur le conflit ukrainien et russe, et l'invasion russe de l'Ukraine. Aujourd'hui, entendre ce genre de choses, ça lui met un caillou dans la botte, d'accord ? Donc si on n'apporte pas la preuve réelle, ça ne fait que l'ennuyer dans les relations qu'il voit, lui, en perspective à moyen terme vis-à-vis de la Russie. Parce que malgré tout, avec la Russie, il partage certaines choses dans sa relation, je dirais, démoniaque vis-à-vis de la mondialisation. Ils n'en veulent plus de la mondialisation. Pour les uns, ça les a trahis. Pour les autres, c'est inefficace. Pour les uns, ils veulent aller vers des relations bipolaires. Et de plus en plus, les Américains vont aussi vers les relations bipolaires. Donc là, il y a une convergence de la vision de la puissance entre les uns et les autres. Et cette utilisation du renseignement russe, soit on va en apporter la preuve, la précision, ça va faire de plus en plus de dégâts et Donald Trump devra sortir de son vertige de l'aveuglement, ou sinon il va continuer et il va devoir le prendre en compte, mais sans le dire. Mais vous croyez que les renseignements américains n'en ont pas les preuves ? Alors c'est vrai que... C'est pas la question. La question, c'est, vous savez, en termes de renseignement, c'est toujours la même chose. Vous avez le renseignement et c'est le politique qui donne l'interprétation et le feu vert. Si le politique veut s'aveugler, il s'aveugle.